Bonjour et bienvenue à cet événement qui est intitulé Les financements pour la sécurité alimentaire et qui vise de parler des expériences des petits exploitants et leur vision sur comment se joindre à l'effort mondial pour éradiquer la faim. J'aimerais vous remercier tous et chacun de participer aujourd'hui. Mon nom est Mary Clark et je suis la vice-présidente de Women to Women International et je siège sur le comité de pilotage du GAFSP, le Programme mondial pour la sécurité alimentaire et l'agriculture, qui a préparé cet événement aujourd'hui conjointement avec le ministère de l'Allemagne pour la coopération et le développement et aussi le bureau du Royaume-Uni pour les affaires étrangères, le Commonwealth et le développement des Royaumes-Unis et aussi euh, des différentes organisations paysannes. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous et j'aimerais aussi commencer avec des remarques d'ouverture. Mais avant, nous aurons le temps d'ouvrir une période de questions-réponses et nous vous invitons aussi à utiliser l'hashtag InvestFarm2Fork et aussi la boîte chat pour pouvoir taper vos commentaires. Nous enregistrons cet événement qui sera disponible à tous sur le site web du GAFSP lorsque l'événement sera terminé. Nous avons également de la traduction simultanée. Donc, si vous regardez au fond à droite de l'écran, il y a un globe qui vous permet de choisir la langue de votre choix afin de pouvoir participer et de suivre les débats. Je pense que c'est à peu près tout et j'aimerais commencer par vous souhaiter la bienvenue et bien souhaiter la bienvenue en particulier à M. Dirk Schatzneider, qui est aussi président du comité directeur du GAFSP, mais qui est également directeur général adjoint pour l'alimentation, le développement rural, des ressources naturelles africaines au ministère fédéral de la coopération économique et du développement de l'Allemagne. Et donc, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue très chaleureusement. Je me réjouis à l'avance d'entendre vos remarques liminaires. Et merci beaucoup, Marie. C'est un honneur pour moi de participer à cet événement et d'ouvrir la discussion et de répondre à votre chaleureuse présentation. Et j'aimerais aussi dire que vous profitez de l'occasion pour dire que vous-même, Marie, est un élément très important de cette aventure et vous nous avez aidés en apportant votre expérience et votre point de vue spécifique. Et aujourd'hui, à la lumière de la COVID-19 et aussi de la question de la faim et de la malnutrition qui a été présentée dans le rapport qui a été publié dernièrement, nous voyons l'urgence du besoin de transformer les systèmes alimentaires et de pouvoir produire des aliments nutritifs pour tous. Le système alimentaire des Nations Unies est le début d'un engagement pour intensifier notre action dans cette direction. Et pour transformer les systèmes alimentaires, nous devrons investir davantage dans le domaine de l'agriculture. Et il y a la question de la recherche et qui a révélé des différents domaines d'intervention qui
où l'action est particulièrement nécessaire afin d'atteindre les objectifs de l'ODD, des ODD 2030. Il y a aussi les pays à faible revenu qui doivent investir. Et dans ces pays, on doit investir 40 milliards de dollars américains supplémentaires pour éradiquer la faim. Et encore une fois, on a souligné ce matin, dans une des premières sessions de la conférence d'aujourd'hui, que cet argent doit être dépensé de façon intelligente et on doit autonomiser les petits exploitants, les petits agriculteurs afin de rendre leur action plus efficace. Et aussi dans une séance précédente, l'Allemagne et le GASP sont heureux de se coaliser et afin de pouvoir fournir des instruments de financement et on est aligné avec les résultats d'investissement pour aider les petits exploitants et leurs organisations. En tant que président du GASP, ce programme est un instrument de financement qui inclut les petits exploitants et leurs représentants dans son comité de pilotage afin qu'ils puissent participer au processus décisionnel avec les représentants des pays pour développer les projets et les engagements. Et les interventions du GASP sont représentées aujourd'hui par un panel et on a le ministre de l'Agriculture du Burkina Faso, M. Ibrahima Koulibaly, qui est un membre du comité de pilotage du GASP et qui représente ROPA. Je suis également heureux de représenter l'Allemagne, qui est un donateur du GASP. Et je vous rappelle que le GASP a lancé un appel à proposition afin de pouvoir répondre de façon plus efficace aux défis représentés par les changements climatiques. Et donc, nous soutenons les petits agriculteurs et ça fait partie de tous les efforts pour atteindre l'ODD 2 qui fait partie des discussions qui ont été entretenues au cours des derniers mois. Et aussi, nous devons renforcer notre alignement et la réponse de tous les partenaires afin de pouvoir éradiquer la faim et protéger les moyens de subsistance et assurer la sécurité alimentaire. Nous nous réjouissons donc aux discussions d'aujourd'hui et je suis très heureux de remercier aussi tous les collègues qui sont dans les coulisses et qui ont préparé cet événement. Et, et de mon côté, je suis très heureux d'être ici et je vous repasse la parole, Marie. Merci beaucoup pour vos bons mots. C'est très important que vous ayez souligné le besoin de financement, l'énorme besoin de financement afin de pouvoir atteindre les ODD2 et pouvoir répondre aux défis qui nous concernent en cette époque. Et donc, je vous remercie énormément pour vos paroles d'ouverture. J'aimerais maintenant passer ensuite, avant de passer à notre conversation, j'aimerais vous donner l'occasion de visionner une vidéo qui a été développée par la FAO et le GASP et l'Association des agriculteurs. C'est une vidéo qui présente un peu comment le GASP fonctionne afin de pouvoir améliorer la résilience de nos bénéficiaires. Alors, nous vous demandons de lancer la vidéo. Merci. La FAO et le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire
travaille avec les organisations agricoles au Bangladesh depuis 2012. En 2016, les organisations agricoles ont lancé une société appelée la Société Sarah Banglakrishna qui répond aux besoins des agriculteurs à travers le pays. Lorsque la pandémie a frappé, les agriculteurs faisaient face à plusieurs défis. On avait peur, rien ne pouvait être touché, nous ne pouvions pas sortir dans la rue, les commerces étaient fermés, nous ne pouvions ni acheter ni vendre. Le SBKS a répondu en offrant une solution innovative pour aider ses membres à affronter la crise. Les centres d'appel virtuels, voilà comment ça fonctionne. Un opérateur sert de point focal pour répondre aux besoins quotidiens des agriculteurs. Ils ont toutes les coordonnées des agriculteurs et de toute la filière. Plutôt que de se rendre au marché en personne pour vendre ou acheter des fournitures telles que des fertilisants ou des semences, les agriculteurs appellent leurs opérateurs et passent leurs commandes. Les centres disposent d'un service de livraison qui permet de livrer en toute sécurité. J'ai demandé euh, à mon commerçant combien de poissons ou de légumes il voulait. Il a passé sa commande et je lui ai envoyé les produits dont il avait besoin, qui lui ont été livrés par notre livreur. Il a payé le livreur et ensuite, c'est moi qui paie les agriculteurs. Les centres d'appel ont créé plusieurs nouveaux emplois et il s'agit d'une façon importante pour les agriculteurs d'obtenir des informations et de partager leurs expériences. Le SPKS a établi plus de 50 centres d'appel virtuels à travers le pays. La réduction du contact physique a minimisé la propagation du virus et les agriculteurs sont connectés afin de pouvoir affronter les risques, mieux affronter les risques de la pandémie. Je n'ai pas dû sortir, mes produits ne se sont pas gaspillés, j'ai reçu énormément d'aide. Les centres d'appel virtuels ont montré comment les agriculteurs peuvent s'organiser pour accéder au financement. Ils ont le pouvoir de se rallier. J'aimerais dire une seule chose aux agriculteurs. On doit premièrement s'engager, s'unir. Ensuite, on prendra les choses entre nos mains et on aura plus de pouvoir. Avec plus de pouvoir, nous pourrons faire face à tous les défis que nous posent les problèmes actuels. À travers l'initiative du maillon manquant, le GASP et son partenaire FAO peuvent développer des capacités et fournir des financements flexibles. Les centres d'appel virtuels ne sont qu'un exemple de l'impact de de ce puissant partenariat. Thank you. Merci. Alors, c'est un exemple puissant, je trouve, surtout lorsqu'on a dit que cette, cette innovation nous a permis non seulement de rester en sécurité, mais aussi de pouvoir développer notre accès à la chaîne de valeur et aussi de pouvoir augmenter nos revenus. Ils ont augmenté leurs revenus par rapport à avant la COVID. Et donc, il s'agit d'un exemple de réussite très important qui montre comment l'innovation et le ralliement peut nous permettre de surmonter les défis. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter d'autres histoires de réussite, exemples de réussite à travers notre panel, afin qui nous diront comment ils ont pu exploiter les ressources du gaz. Donc, je suis très heureuse de souhaiter la bienvenue à notre panel d'aujourd'hui. Il s'agit d'un panel d'amis et de partenaires qui travaillent au niveau de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Et nous allons passer le reste du temps qui nous est alloué dans une conversation agréable. J'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Salouf Drago, qui est ministre de l'Agriculture et du Développement hydro-agricole du Burkina Faso. Bonjour. Et j'ai aussi M. Ibrahima Koulibaly, président du ROPA, qui est le réseau des organisations paysannes de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Et aussi, il y a Madame Karen Johnson, qui est
la conseillère pour l'alimentation et l'agriculture au Bureau des affaires étrangères du Commonwealth et du développement des Royaumes-Unis. Et maintenant, nous sommes donc très heureuses de vous accueillir aujourd'hui et je serais très heureuse de commencer par en vous posant une question, peut-être en commençant avec Monsieur le ministre du Burkina Faso et ensuite pour passer à Ibrahima Koulibaly et ensuite à Karen Johnson. Et la question est, à partir de votre perspective unique de ministre d'Agriculture, en tant que leader des organisations producteurs et des agriculteurs eux-mêmes qui ont bénéficié de ce programme et aussi de la perspective des donateurs. Et donc, nous avons rassemblé ces trois perspectives. Et j'aimerais donc vous poser la question. La question est, qu'est-ce qui rend ce programme unique et différent par rapport à d'autres plateformes et opportunités qui existent? Alors, si le GAFS n'existait pas, qu'est-ce qui vous manquerait? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que le GAFS vous offre d'unique en fait? Alors maintenant, on voudrait commencer avec Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, à vos grades et titres respectifs, je voudrais avant tout propos vous traduire les remerciements du peuple du Burkina Faso pour l'opportunité qui est nôtre aujourd'hui d'intervenir dans cette importante session d'échange sur les expériences en matière d'accès au financement pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et mettre fin à la faim et à l'insécurité alimentaire. Effectivement, ce panel nous semble une étape nécessaire pour mieux informer le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, des acquis pertinents et des solutions éprouvées grâce au financement du GABASFE, dont plusieurs pays ont bénéficié, parmi lesquels le Burkina Faso. À cet effet, il me plaît, au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, au nom du monde rural burkinabé et au mien propre, exprimer nos sincères remerciements au GAFAS et à ses partenaires. Nous pouvons dire que le GAFAS a eu un impact sur la résilience des petits exploitants agricoles. En effet, le Burkina Faso a bénéficié de 2 financements du GAFASP pour un montant total d'environ 60 millions de dollars sous forme de dons, soit sur la période de 2014 à 2021. Le premier financement a été un financement additionnel au projet d'amélioration de la productivité agricole et de sécurité alimentaire sur la période 2014-2019 pour un montant de plus de 35 millions de dollars. Ce financement a permis de soutenir les acteurs et spécifiquement les petits producteurs des filières vivrières comme le mil, le sorgho, le maïs, le riz, la volaille locale, le porc, le lait, le bétail viande et le poisson. Au total, plus de 236 000 petits producteurs vulnérables, dont 31% de femmes et plus de 50% de jeunes, ont bénéficié des interventions de ce premier financement. Dans le domaine de la production végétale, le financement GASPE a permis d'aménager et mettre en valeur près de 11 000 hectares de bas-fonds pour la production de riz, soit 14% des superficies de bas-fonds actuellement exploitées au Burkina Faso. Ces aménagements sont très importants pour les petits producteurs dans un contexte de changement climatique et permettent de renforcer leur résilience. Ce financement aussi a permis d'accompagner ces producteurs dans l'accès aux intrants, notamment plus de 2700 tonnes de semences de variétés améliorées et plus de 36 000 tonnes d'engrais. Ces actions ont permis une hausse des rendements de 45%. Des interventions ont également porté sur la promotion de la gestion durable des terres, plus de 16 000 hectares de superficie aménagée en sites anti-érosifs, très utile
pour conserver la qualité des sols et permettre une meilleure résistance aux poches de sécheresse. En ce qui concerne la promotion de l'accès au financement, ce premier financement du CAPASFE a permis de promouvoir le warrantage, la mise en place de 574 systèmes de warrantage fonctionnels, la construction de 57 magasins équipés pour renforcer les capacités de stockage des produits vivriers. En somme, l'action a permis d'éviter le bradage de près de 19 000 tonnes de céréales et de niébé et d'accéder à des crédits d'un montant global de plus de 1,5 milliard de francs CFA au profit des petits producteurs, ce qui est très, très important. D'améliorer la commercialisation des productions à travers la création de près de 300 coopératives qui ont été créées de commercialisation des céréales, qui ont pu réaliser des bénéfices moyens annuels de $10 000. Les effets induits ont été la cohésion sociale, la disponibilité des céréales toute l'année sur le marché, l'augmentation du revenu et l'accessibilité des produits. Pour la production animale, le financement GASFE a permis d'accompagner plus de 3 500 petits aviculteurs traditionnels pour produire la volaille, plus de 1 750 porcheries et 1 700 promoteurs d'embauches bovines et ovines, dont 39% des bénéficiaires sont des femmes et 29% des jeunes, ce qui est très important parce que c'est les personnes les plus vulnérables. De construire et équiper 30 centres de collecte de lait en vue d'accroître la qualité et la quantité de lait à traiter dans les unités de transformation de lait, ce qui a permis de ravitailler les cantines scolaires en lait, et d'accompagner le développement de la pisciculture pour la mise en place de 250 enclos piscicoles, l'amélioration de la disponibilité des alevins et d'aliments pour poussins. Je voudrais dire qu'au regard des résultats substantiels obtenus, vous conviendrez avec moi que le financement du CAPASFE a permis de renforcer la résilience des ménages agricoles, notamment les petits producteurs agricoles vulnérables. Ce premier financement qui a pris fin en novembre 2019 a contribué à apporter une réponse efficace aux principaux enjeux socio-économiques de développement de notre pays, qui sont assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous les Burkinabés, promouvoir une croissance économique forte, inclusive et résiliente, réduire la pauvreté des petits producteurs vulnérables, créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes en milieu rural. Quant au financement GASFE, le second financement que nous attendons, qui est le projet d'intensification durable de l'agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, PEDISAN, il est en instance de démarrage. Ce projet viendra sans doute consolider et mettre à l'échelle les acquis du premier financement en renforçant les moyens d'existence des ménages les plus vulnérables. Mais malheureusement, le contexte national du Burkina Faso s'est fortement détérioré depuis 2018 avec la crise sécuritaire réduisant nos attentes et aggravant la situation alimentaire et nutritionnelle. Face à la recrudescence de ces nouvelles formes de vulnérabilité, crise sécuritaire, pandémie de la COVID, changement climatique très préoccupant, cela est nécessaire que nous puissions investir pour permettre à notre pays de s'en sortir. Je voulais donc vous remercier et dire que le Burkina Faso est convaincu que ces expériences dont nous échangeons aujourd'hui peuvent permettre à parvenir à des systèmes alimentaires durables et de ce fait très utiles pour le sommet mondial des Nations Unies sur le système alimentaire. Je vous remercie. Thank you for that. And I would like to get back in just a few minutes, actually, to this question of... Merci beaucoup.
Nous allons revenir sur le rôle des financements agricoles dans les pays fragiles et affligés par des conflits. Nous allons donc y revenir, mais avant de le faire, je me tourne vers Ibrahima Koulibaly. Voici ma question. Je vous demande votre opinion en tant que membre d'Europa, en tant qu'agriculteur. Pouvez-vous nous parler de l'impact de ce mécanisme de financement? Qu'est-ce qui fait qu'il est unique? Qu'est-ce qui le différencie des autres outils de financement, en tout cas de l'expérience d'Europa? Merci beaucoup, Marie. Je voudrais d'abord commencer par saluer mon ami, le ministre Salifou Ouedraogo, que je n'ai pas vu depuis longtemps à cause du Covid. Et je me réjouis de faire ce dialogue avec lui aujourd'hui. Vous savez, le GASP, ce que le GASP a apporté, de mon point de vue, de plus important, c'est un certain équilibre des pouvoirs. Je m'explique. Je voudrais dire à M. le ministre que je viendrai vérifier tout ce qu'il a dit tout à l'heure sur les résultats du projet GASP. J'étais au Sénégal il y a juste quelques semaines pour voir le projet du gouvernement et le projet du maillon manquant. Je viendrai au Burkina aussi pour vérifier si tout ce qui a été dit est réel, si les acteurs travaillent ensemble. Je pense que c'est ça, le GASP. Le GASP a créé cette obligation des gouvernements à travailler avec ce qu'on appelait couramment les bénéficiaires des projets, qui la plupart du temps n'étaient pas impliqués. Et donc, c'est ça qui est important de notre point de vue, parce que nous l'avons crié pendant longtemps que si on n'a pas de résultats, si les cibles sont ratées, c'est parce que justement, il n'y a pas cette inclusion, ce dialogue franc, cette co-construction des actions, des projets. Et le GASP, en mettant des principes à l'avant, qu'aucun projet ne peut être fait sans consultation avec les acteurs, sans co-construction avec les acteurs, mise en œuvre ensemble, suivi ensemble, évalué ensemble, je pense que c'est là toute la différence. Et c'est ça qui est unique. Donc, c'est pour cela que nous soutenons ces mécanismes, parce que nous pensons que c'est la seule solution si nous voulons réellement atteindre le 2-2-2, qui est d'éradiquer la faim. Il n'y a pas d'autre option. On ne peut pas continuer à dire qu'il manque de financement si on ne met pas des principes de bonne gouvernance autour de ce qui existe déjà. La plupart des pays en Afrique disent qu'ils mettent plus de 10% de leur budget dans l'agriculture. Mais nous, notre point de vue en tant qu'agriculteurs, c'est que quand ils étaient à 2 ou 3%, et maintenant, il n'y a aucune différence parce qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion des budgets publics. Donc, c'est ça d'abord qu'il faut régler, que les acteurs sachent qu'il y ait des vraies politiques agricoles négociées, qu'on puisse ensemble engager les actions, y compris sur les ressources nationales. Les bailleurs de fonds doivent se mettre aussi à ces normes parce qu'ils aussi créent beaucoup de désordre. Je pense qu'il y a beaucoup de financements qui viennent à travers des projets que personne ne maîtrise. Il faut arrêter ça. Je pense que le GASP est en train de créer la différence, en train de créer cette différence qui amène les autres à réfléchir dans ce sens-là. Pour moi, c'est important. Et c'est ça qui va nous permettre, y compris de régler ces problèmes, disons, de crise sécuritaire dont parlait monsieur le ministre. Vous savez, si on a la crise sécuritaire aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas investi dans l'agriculture depuis l'indépendance. C'est parce que les enfants des paysans ont été marginalisés. Aujourd'hui, ils ont trouvé des gens qui leur amènent des chimères, qui leur donnent des armes et des munitions pour tirer sur leur propre pays. Et c'est ça qui est triste. Donc, je pense que l'agriculture peut être la solution, mais à condition qu'on ait cette gouvernance réelle, inclusive, qu'on repose les problèmes fondamentaux, qu'on change les paradigmes et qu'on aille vers les vraies solutions. Merci beaucoup. Thank you. So here we've heard incredible results. Merci. Nous avons entendu parler des bons résultats obtenus au Burkina Faso, puisque ce pays a réussi à faire de grandes choses grâce à ces financements. Et donc, nous avons très hâte de voir les futurs résultats qui seront obtenus. Donc, Ibrahima nous a parlé de cet équilibre des pouvoirs offerts par le GASP, que donc les agriculteurs peuvent être consultés, que c'est cela qui nous amène des résultats. Madame Johnson, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'expérience du point de vue des donateurs? Qu'est-ce qui différencie le GASP d'un point de vue de donateur? Merci beaucoup, Mary. Je remercie également les autres intervenants. Je suis d'accord par tout ce qui a
été dit de manière très claire et je suis d'accord. La chose qui est très importante pour tous, notamment pour les donateurs, c'est que le GASP fonctionne. Le GASP fonctionne depuis plus de 10 ans avec des résultats éprouvés et cela nous montre bien que cela fonctionne. Donc, mais les autres intervenants nous ont fait part de leur expérience, une expérience qui est bien plus proche des agriculteurs. Et en tant que donateurs, des donateurs qui sont beaucoup plus loin de ce qui se passe sur le terrain, nous nous sommes penchés sur l'outil de contrôle et de suivi du GASP. Et cet outil nous permet d'avoir une vue d'ensemble du mécanisme et de ses résultats. Ce qui est très important également pour les donateurs, c'est que cela fonctionne à l'échelle adaptée, donc que cela fonctionne pour des agriculteurs dans une région donnée ou des agriculteurs, des jeunes agriculteurs ou pour un pays spécifique. Nous souhaitons un mécanisme qui fonctionne pour, je ne sais pas, par exemple, 7,2 milliards de dollars. Ce mécanisme peut cibler des secteurs dans lesquels nous souhaitons investir, c'est-à-dire l'alimentation et la sécurité alimentaire. Et nous ne pouvons pas affecter le budget de manière libre. Nous le faisons pour nos propres projets, mais pas pour les projets du GASP. Et cela nous permet d'apporter une contribution plus cohérente. Et ce mécanisme est très intéressant parce qu'il nous permet de prendre en compte des composants multilatéraux en tenant compte des différences, des points complémentaires et nous ne devons pas faire de choix entre un projet ou l'autre à un moment donné. Et par conséquent, le GASP nous permet de réunir tous ces composants multilatéraux en un seul mécanisme. Et cela signifie, en tout cas, je pense et je l'espère, que nous pouvons nous montrer plus efficaces grâce à ce système multilatéral. Nous pouvons donc véritablement miser sur le multilatéralisme et en tirer parti pour les bénéficiaires. Donc, vous l'avez dit, mais je vais le répéter, le GASP adopte une approche inclusive. C'est important. J'ai du mal à trouver d'autres mécanismes qui puissent réunir à la même table au sein du comité directeur des organisations de la société civile et des représentants agricoles. Donc, la prise de décision s'organise de manière convaincante, de manière probante, de manière à ce que cela fonctionne. Et j'apprécie la façon dont le GASP fonctionne, la façon dont les décisions sont prises. Je suis satisfaite du mécanisme de manière générale. Alors, je ne vais pas non plus parler beaucoup plus longtemps, mais le GASP a une portée très importante et peut toucher de nombreuses régions vulnérables. Il peut toucher les gouvernements, les preneurs de décision, les législateurs. Le GASP concerne également des acteurs du secteur privé et il peut également atteindre et aider les petits exploitants grâce aux organisations qui les représentent. Selon moi, ce mécanisme est à même de localiser des initiatives internationales et de les concrétiser. Il me semble d'ailleurs que c'est l'un des thèmes qui sera abordé pendant le sommet sur les systèmes alimentaires. Et selon moi, le GASP est donc un mécanisme convaincant et efficace. Merci. Merci. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, puisque vous nous avez dit que lorsque nous faisons face à des défis qui pourraient menacer l'agriculture, voire l'humanité, vous dites que dans ce cas-là, nous ressentons le besoin, nous avons tendance à créer de nouveaux mécanismes. Et ce que tout le monde dit, c'est que nous ne devons pas tout réinventer. Le GASP est un mécanisme inclusif qui réunit des acteurs multilatéraux, notamment des agriculteurs. Alors, cela ne signifie pas que je ne parle pas de grands agriculteurs, mais plutôt de petits exploitants, y compris des femmes et des jeunes.
Et ce mécanisme fonctionne. Et ça, c'est un message très important, étant donné que nous faisons face à de plus en plus de difficultés. D'ailleurs, en parlant de difficultés, je souhaiterais revenir sur ce qu'a dit le ministre au début. Ibrahima en a parlé également. Je veux parler du défi des conflits, de la fragilité qui peut menacer la sécurité alimentaire et qui menace également d'aggraver la pauvreté dans de nombreux pays. Et je le sais du fait de mon poste dans mon organisation, puisque nous sommes tournés vers des femmes dans des régions qui sont touchées par des conflits. Ce sont des endroits très dangereux pour les femmes et ce sont des endroits où il est très dangereux de cultiver la terre. Est-ce que, étant donné que vous travaillez dans le domaine de l'agriculture, est-ce que vous pensez que l'agriculture peut nous aider à améliorer la résilience et peut nous aider également à atteindre toutes les régions dans leur ensemble en dépit du danger des conflits? Alors, je me retrouve vers Monsieur Ouedraogo, vers le ministre de l'Agriculture. Avez-vous réussi à tirer parti de l'agriculture dans votre pays et comment êtes-vous parvenu à atteindre les jeunes? Oui, je voudrais vous remercier que, effectivement, avec les problèmes de conflits et tout, fait que souvent il y a des déplacements de population, ce qui fait que il faut que au sein des populations hautes, qu'il y ait des négociations pour leur permettre d'avoir accès à la terre. C'est ce que nous faisons depuis 2 ans, et cela en les accompagnant avec des moyens de labour, des semences améliorées, des intrants, pour pouvoir améliorer la production, en ciblant surtout les femmes et les jeunes. Parce que les femmes, quand même, constituent des personnes qui nourrissent les familles et qui travaillent le plus souvent dans les différentes exploitations. Et là, c'est surtout, nous arrivons à mettre en place des modèles agro-silvo-pastoral réussis, économiquement viables. Prenons l'exemple, nous avons mis en place ce qu'on appelle un modèle agricole qui se base sur la maîtrise de l'eau. Parce que le problème fondamental, c'est pouvoir permettre à ces personnes d'avoir accès à l'eau de façon permanente pour produire et ne pas dépendre de la saison des pluies. Parce que vous savez que les problèmes de changement climatique et tout fait que ces personnes ont des difficultés pour pouvoir produire. Ajouter à ces aspects d'insécurité, tout ça constitue des difficultés. Donc, nous avons mis un modèle qui permet, à partir de la mobilisation de l'eau souterraine, à partir de parcs solaires, de pouvoir mettre en place des systèmes d'irrigation gravitaires par aspersion et goutte à goutte qui leur permettent de pouvoir produire. Et ce modèle permet au moins à chaque famille de pouvoir au moins 50 tonnes de céréales, 60 tonnes de légumes et 1 tonne et demi de poissons. Donc, c'est pour dire que c'est des modèles comme ça qu'on met en place et que nous avons travaillé à mettre en place ce que nous appelons le Fonds de développement agricole. C'est un fonds avec un guichet qui permet aux jeunes et surtout aux femmes de pouvoir avoir accès au financement et le plus facilement possible, avec un taux d'intérêt de 5%. Et c'est là aussi, ce financement, le producteur peut nantir tout ce qu'il a. C'est-à-dire, j'ai une charrette, j'ai une charrue, j'ai mon champ, je tiens d'évaluer la valeur qui va constituer ton fonds de garantie pour avoir accès à ce fonds. Donc, c'est des mécanismes pour que les jeunes et les femmes puissent avoir ce financement. Et surtout, les petits producteurs. Parce que le problème fondamental au niveau du Burkina Faso, c'est le problème de la maîtrise de l'eau, le problème de baisse de la fertilité des sols, l'accès aux intrants, engrais et semences, et surtout, comment leur offrir des services de labour rapide. Parce que, compte tenu des changements climatiques, en fait, la saison est raccourcie. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, qu'il y a une bonne pluviométrie, il faut pouvoir labourer rapidement et semer. Donc, nous sommes en train de travailler à mettre au sein des coopératives
des coopératives d'utilisation de matériel agricole qui permettent de pouvoir, qui sont dotés de tracteurs, qui permettent rapidement aux petits producteurs de pouvoir avoir le labour pour pouvoir travailler. Donc, c'est vraiment, il faut des modèles quand même résilients, des modèles qui permettent à ces petits producteurs de pouvoir produire et de pouvoir continuer à nourrir les grandes villes. Parce que c'est eux, fondamentalement, qui sont à la source de ça. Donc, c'est pour dire qu'avec le GAPAS, ça nous a permis vraiment de créer ces différents modèles. C'est à partir de ce finalement de gaspillage qu'on a ces différents modèles. Thank you. Thank you. That's really... Merci beaucoup. C'était une intervention très intéressante. Et maintenant, je me tourne vers Ibrahima. Donc, vous avez relevé plusieurs défis très difficiles au Burkina Faso en matière de maîtrise de l'eau. Et maintenant, je me tourne vers M. Koulibaly. Quel est le rôle des investissements agricoles dans la résilience et dans les conflits? Et donc là je parle de résilience vis-à-vis du climat, du changement climatique ou de la pandémie actuelle. I think you are on mute. Je pense que votre micro est éteint. OK, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Merci bien, Marie. Et je pense qu'il y a effectivement énormément de dimensions à prendre en compte si on veut réellement cibler les besoins des personnes en situation de fragilité. Vous savez, le Sahel est une zone où l'instabilité climatique existe depuis plus de 40 ans. C'est depuis les années 70 qu'on est dans une situation où on ne sait pas quand il pleut. Le ministre a dit des choses extrêmement importantes, c'est-à-dire le fait de pouvoir labourer à temps est un vrai problème de sécurité alimentaire des familles paysannes. Et vous savez, ce qu'il faut pour régler ça, c'est une charrue, une paire de bœufs, une charrette et un âne. Ça coûte en tout $1000. Tout État devrait faire ça pour une famille paysanne. Ça sort une famille de la vulnérabilité extrême. Et donc, ce sont ces petites choses. Et vous savez, pour donner l'exemple du Mali, la FAO a fait une étude qui a montré que 55% des familles au Mali n'ont pas une charrue, une paire de bœufs. C'est-à-dire 55% des familles paysannes n'ont pas ça. Donc, ils attendent que les autres finissent pour pouvoir louer le matériel pour faire leur travail. Ils ne peuvent pas sortir de la pauvreté et de la vulnérabilité. C'est pourquoi il y a la guerre. Les gens, ce n'est pas plus compliqué. On ne peut pas maintenir les gens dans cette situation et dire que ça va fonctionner. Donc, il faut être à l'écoute des vrais besoins. Donc, c'est aller au contact des communautés. Écoutez, c'est la même chose pour les jeunes. Vous savez, on a fait beaucoup de projets artificiels d'installation des jeunes. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'on ne sait même pas quels sont les vrais besoins de ces jeunes. On n'écoute pas leur famille non plus. On essaie de les isoler souvent de la famille paysanne, de l'exploitation agricole, pour dire on monte des projets. Et puis les jeunes prennent l'argent, ils le dilatent. Mais nous, notre projet Jeunes au Mali Installation, c'est des taux de remboursement qu'on n'a jamais atteints dans aucun projet au Mali. Ça dépasse les 90%. Donc, ça veut dire que réellement, il y a des solutions. Et c'est pas, on ne fait pas de dons. On a juste mis un fonds de garantie dans une banque pour pouvoir financer le fruit. On va identifier le jeune dans son village. On discute avec sa famille qui est d'accord de le soutenir dans le projet. On les forme à la gestion, à comprendre ce que c'est que la production des petits élevages, des volailles. On les forme jusqu'à ce qu'ils soient en capacité de maîtriser l'exploitation. On les aide à monter son dossier. On vient à la banque. C'est le parcours du combattant pour financer un jeune en milieu rural. Parce que souvent, ils n'ont même pas de pièces d'identité. Aucune banque ne va prêter de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de pièces d'identité. Et avoir une carte pièce d'identité, comment on appelle ça, numérique maintenant, c'est très compliqué dans des pays. Donc, c'est des choses, des petites choses comme ça qu'il faut. Et donc, il faut accompagner le jeune. Donc, mais si l'objectif d'un projet est le décaissement, la plupart des projets, c'est le décaissement. C'est-à-dire combien on a dépensé dans l'année, et c'est tout. Et puis, on fait des rapports pour dire que ça marche. Non, ça ne peut pas être ça. Si on veut donner du travail aux jeunes, c'est qu'il faut cibler, il faut aller discuter avec la famille de l'enfant, discuter avec le jeune, savoir quelles sont les opportunités disponibles dans son environnement et l'aider à faire un vrai projet qui fonctionne. Ça, ce n'est pas possible avec des bureaux d'études, avec tout ce qu'on voit qui tourne autour de ça. Donc, vraiment, il faut que les gens comprennent qu'on a un vrai problème et qu'il faut changer des façons de faire. Et on peut réellement régler les problèmes actuels du Sahel. Moi, je n'ai aucun doute qu'on peut, y compris cette guerre-là, on peut l'arrêter. Mais on ne peut pas le faire avec les paradigmes actuels. Moi, j'en suis convaincu. Le GASP est didactique, simplement. Le GASP a amené des innovations. Mais si les autres ne suivent pas, le GASP ne réglera rien.
Le GAF seul ne peut pas régler tous les problèmes de financement du secteur agricole. Il y a une responsabilité de chaque État de financer son propre développement. Il faut que les États montrent leur bonne foi. Les autres mécanismes de financement international doivent suivre la démarche. Parce que s'ils ne suivent pas la démarche, je pense qu'ils vont continuer à se donner bonne conscience. Mais ils vont donner l'argent à des unités de gestion des projets qui ne font que du désordre. Il faut arrêter ça. Je pense que c'est simplement ce cri de cœur que moi je vais faire. Que les gens comprennent. On n'est pas là pour cracher sur quelqu'un. Non, mais nous sommes déjà dans des problèmes où dans nos pays, dans le Sahel aujourd'hui, il n'y a que la capitale qui fonctionne. Moi, je suis dans un pays à 200 km de Bamako, l'État n'est pas là. Et où est-ce qu'on va avec ça? Il faut que les gens comprennent que c'est parce qu'on a des millions de jeunes qui n'ont aucune autre option que de lutter contre leur gouvernement. C'est ça, on les a poussés à ça. Parce qu'on n'a pas compris que ces gens ont des besoins qu'il faut les cibler depuis leur naissance. Ils sont là. Donc, il faut que tout le monde comprenne les vrais problèmes aujourd'hui. On peut régler le problème de la faim, de la malnutrition. Ce n'est pas un problème. L'Afrique, on a des ressources en eau, y compris même pour un pays comme le Burkina qui n'a pas de fleuve, mais qui fait des miracles dans le maraîchage. Donc, on peut, ici, la volonté politique est là. Moi, je salue ce que le Burkina a fait avec les micro-barrages. C'est inédit. Même un pays comme le Mali qui a des fleuves devrait faire des choses comme ça. Parce que l'eau ne se transporte pas. Là où il n'y a pas de fleuve, les gens ont besoin des petits barrages pour faire des activités de contre-saison. Le bétail a besoin de boire. C'est des choses, des investissements bien ordonnés, bien ciblés qu'il faut aujourd'hui pour faire reculer la vulnérabilité, la faim, la malnutrition, la pauvreté et l'insécurité. Parce que je pense que si on veut régler le problème de la guerre dans le Sahel, c'est comme ça qu'il faut faire. Merci bien, Marie. Thank you. And your comments. Merci. Et vos commentaires me ramènent au point de Karen concernant l'inclusivité et sur l'importance d'avoir un mécanisme d'investissement qui réunit tous les acteurs. Et Ibrahima et le ministre, monsieur le ministre, vous avez parlé de comment cet investissement au niveau du gouvernement, lorsqu'un gouvernement est vraiment engagé au niveau de l'agriculture, permet de résoudre les défis et l'importance du rôle des agriculteurs et le rapport au niveau de ces mécanismes et leur capacité à vraiment actualiser et engager les mécanismes afin de pouvoir apprendre, afin de pouvoir impliquer les jeunes dans le domaine de l'agriculture et dans un effort commun qui vise à réduire les conflits et à créer des bénéfices. Alors, il y a vraiment un croisement entre les problèmes de l'agriculture et le changement climatique et les conflits et sur comment nous, en renforçant les investissements, on peut, et en utilisant une approche intégrée, on peut vraiment adresser tous ces composants. Alors, je pense qu'on a bien souligné ces faits, mais je crois que Karen a une optique, avec son optique des Royaumes-Unis, qui est un objectif, un point de vue aussi plus mondial. Elle va pouvoir nous parler de comment des investissements ciblés peuvent impliquer et réunir tous les acteurs afin de pouvoir améliorer les résultats. Est-ce que vous souhaiteriez prendre la parole? On a commencé un peu tard et on va peut-être conclure quelques minutes en retard, mais j'aimerais quand même vous donner l'occasion de parler. Merci beaucoup, Marie. Je vais tenter d'être brève. Il est clair que nous vivons dans un monde en proie au changement. Nous savons que nous devons faire face à des défis énormes. On a un grand besoin de solutions au niveau des conflits, par exemple. Et une des choses que le GAFSP fait, une des habilités particulières au GAFSP est justement son habilité à innover. Donc, il y a des discussions, par exemple, qui montrent comment le GAFSP peut piloter des petits programmes à travers ce mécanisme et qu'il peut devenir des grands mécanismes. Et donc, ces petites expériences pilotes font partie maintenant du programme principal. Et donc, on fournit des différents voies de financement qui sont fournies au gouvernement aussi, des
on a aussi maintenant le moyen de financer les organisations paysannes et c'est donc déjà un énorme résultat de mon point de vue. Et je crois que la- on a vraiment besoin d'une approche intégrée et de favoriser les échanges entre toutes les parties prenantes, surtout si on veut faire face au problème du changement climatique qui affecte toutes les composantes impliquées et qui a un impact aussi sur les jeunes, les femmes, etc. Alors, les façons dont le GAFSP mesure sa façon de travailler, d'avoir un impact au niveau du changement climatique est intéressante. On voit aussi la façon dont les agriculteurs peuvent atteindre les marchés, augmenter leur production, mais aussi comment ils peuvent réduire les émissions et réduire leur empreinte écologique. Et voilà, nous savons qu'environ 2 tiers du portefeuille a un accent sur le changement de bénéfices climatiques. Et on a donc un accent sur les investissements, sur les équipements, et aussi sur les connaissances, sur le développement des capacités des jeunes et des parties prenantes. Toutes ces choses font partie du GASP et sur la façon dont le mécanisme continue à s'adapter. Et j'aimerais continuer à vous donner des exemples, mais je vous invite plutôt à examiner le site web qui est très explicite et qui vous montre plusieurs exemples de comment le GAP fonctionne. Alors, merci beaucoup. Le temps est toujours notre tyran. Et par contre, il s'agit d'une session très intéressante en ce qui concerne le pré-sommet et je crois qu'on a suscité plusieurs questions et on a aussi, j'encourage que cette conversation puisse se poursuivre au-delà de cet événement et j'apprécie la participation de tous ceux qui ont pris le temps de prendre la parole et d'animer cette session. Et je remercie donc les différents participants comme Doug Schneider, les organisations paysannes, le ministre Ouedraogo et également, j'apprécie en particulier la participation du ministre Ouedraogo qui nous a apporté son expérience en termes du gouvernement et qui a participé, qui a facilité la réalisation de miracles dans son pays. Et donc, nous vous remercions et cette session a été enregistrée, sera disponible sur le site web du GASP et nous vous invitons à présenter vos propositions afin de pouvoir obtenir des financements et nous espérons que vous serez inspirés par nos exemples de réussite. Je vous remercie encore une fois pour votre participation. C'est très apprécié et je me réjouis à la continuité de cette conversation. Merci et au revoir.